Salut, c'est David et bienvenue sur cette vidéo. C'est un plaisir pour moi que de t'accueillir sur ce cadeau, 1 heure de formation offerte. Et quand je dis 1 heure, en fait, on va passer effectivement 1 heure ensemble à parler technique, mais en vrai, c'est plus 2 heures de vidéo qu'on va passer ensemble. Alors, avant de commencer de te présenter le sommaire de ce cadeau, eh bien, je vais te dire 2 mots. Merci pour commencer. Merci de m'avoir accordé ta confiance pour t'aider à préparer ce que tu prépares. Est-ce que tu prépares une randonnée, un GR, un trek, un pèlerinage, une expédition? Je ne sais pas. On ne se connaît pas encore, toi et moi, mais en tout cas, merci de m'accorder ta confiance. Je m'appelle David, je suis coach en trek. Depuis 3 ans, j'ai marché environ 15 000 km et fait un peu plus de 250 000 mètres de dénivelé positif. Donc je commence à avoir une petite expérience en trek, notamment sur les GR les plus fréquentés de France, d'Europe de l'Ouest et bientôt du monde. Donc merci à toi. Un deuxième mot important, pour bien commencer, bravo. Je te félicite de faire la démarche que tu fais. Je pense que toi comme moi on se comprend, c'est-à-dire que pour préparer à faire quelque chose, la meilleure solution, c'est effectivement d'aller chercher du retour d'expérience de quelqu'un qui l'a déjà fait et qui l'a déjà réussi. Donc par conséquent, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et sache que moi aussi, je suis un gros consommateur en fait de coaching et de formation vidéo, un peu ce qu'on va faire ensemble. Après ces 2 mots d'introduction, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette formation? Eh bien, dans les 4 premiers modules, on va voir ensemble, on va passer en détail le plus possible ensemble sur 4 points, les 4 piliers essentiels de la préparation d'un GR ou d'un trek. Le premier, c'est évidemment la question la plus posée, le matériel. Chaussures basses ou montantes, comment s'habiller, quels vêtements choisir, quel sac derrière prendre, quel litrage, quoi mettre à l'intérieur, le couchage, les équipements, etc. On verra ça juste après le sommaire dans cette première vidéo qu'on va faire ensemble. Le deuxième pilier de la préparation d'un trek, ça va être la préparation physique. Comment préparer son corps à aller faire tous ces kilomètres, tous ces dénivelés sans se blesser, sans réveiller de blessure, et bien en se préparant à un travail d'endurance, puisque la randonnée, c'est pas qu'une petite balade du dimanche, on parle de marcher 15, 20, 25, 40 km par jour, avec un sac de 5, 10, 15 kg dans le dos. On parle de faire beaucoup de dénivelé, puisque quand on part faire du GR, en général, c'est pour se ressourcer dans la nature. Beaucoup de nos GR sont dans nos montagnes. Les montagnes, ça monte et ça descend. On va manger du dénivelé. 500, 1000, 1500 mètres de D+, par jour sur certains GR. On va également se préparer en renforcement musculaire. Sur les sentiers, ça clash au niveau des membres inférieurs et du dos. Donc on va préparer notre corps, préparer nos muscles à pouvoir encaisser cette sollicitation importante. Dans un troisième module, nous parlerons ensemble du trekking lifestyle. Comment organiser sa journée? À quelle heure se lever? Comment répartir son effort dans la journée? Comment et combien de litres d'eau boire? Que manger? On fera un point sur la nutrition pour pouvoir encaisser tout cet effort physique le long de la journée sans avoir de gros coups de mou. Et on va également parler un petit peu des risques liés au trek. Alors, notamment en montagne, mais pas que. Quels sont les risques qu'on va rencontrer? Et notamment, un qui est assez impressionnant, les orages. Quand tu es dans ton appartement, dans ta maison, que tu vois un orage par la fenêtre, bon, c'est impressionnant. Quand tu seras tout seul dehors là, sous ton poncho ou sans ta tente, et qu'il y aura l'orage qui te pleut dessus, les éclairs, c'est une situation un peu merdique, surtout pour les débutants qui n'y sont pas encore habitués. Alors, comment éviter cette situation merdique? Ou, dans un second temps, une fois qu'on est pris à l'intérieur, comment s'en sortir sans se blesser, sans paniquer? C'est ce qu'on va voir effectivement dans ce troisième module de lifestyle. Quatrième module, quatrième pilier de la préparation de ton GR, de ton trek, on va parler de logistique. Où aller chercher de l'information pour savoir où se ravitailler, où faire de l'hébergement si tu veux dormir en dur, les moyens de transport, quel budget ça va te coûter de faire ton expédition, tout ça c'est ce qu'on verra dans le quatrième module logistique. En plus de cela, qui est quand même pas des moindres, en fait je te présenterai 3 solutions pour pouvoir faire ta navigation, ta cartographie. 1, les cartes papier. 2, je te présenterai rapidement un site internet gratuit. Et 3, je te présenterai l'application GPS sur smartphone que j'utilise et qui marche du feu de Dieu. Enfin, comme promis, il y aura un 5e module, et ça c'est le bonus. Et concrètement, si tu ne sais pas, si tu es un peu comme moi, on va dire,
et que dès que tu rentres d'un trek, tu en as tellement plein les yeux que la seule question que tu te poses c'est où est-ce que je partirai la prochaine fois? Le 5e module est là pour toi. Je vais partager en fait mes retours d'expérience sur les plus beaux treks que j'ai fait au cours des 3 dernières années en Europe, essentiellement en France, mais pas que. Et tu verras ce que tu en penses. On va notamment traverser l'Écosse en kilt, on va traverser tous les massifs montagneux français, et puis je vais te présenter l'expédition sur laquelle je suis en ce moment, à l'heure où cette vidéo est en train d'être lue, très probablement, c'est-à-dire sur mon expédition Paris-Cap Nord, 5000 km à travers l'Europe. Maintenant qu'on a vu un petit peu le sommaire de ce qu'on va faire ensemble pendant les 2 prochaines heures, eh bien allez, c'est parti, on va attaquer avec le premier point, le matériel, très important. On va commencer avec ce que j'ai immédiatement disponible sur moi, et puis on va parler un petit peu chaussures, vêtements, couchage, etc. Alors, pour commencer, on va parler rapidement de ce que j'ai toujours à portée de main. Bon, j'aurais pu commencer par les chaussures, typiquement, qui est la question la plus posée par mes participants à mes formations, que ce soit mes participants en coaching privé, soit dans mes formations en vidéo, mais on va parler aussi d'autre chose, ça va nous changer un petit peu. Déjà, tu vois, comme je suis habillé, j'ai toujours une casquette, j'ai toujours un chapeau, j'ai toujours un couvre-chef sur moi. Quand on part toute la journée en extérieur, le soleil tape, même s'il y a un petit peu de nuages, le soleil tape, c'est pas des blagues, pour éviter un coup de soleil, 2 les insolations. Prends toujours un couvre-chef avec toi. La crème solaire, ça ne suffit pas. Toujours près de moi, également à portée de main, j'ai toujours effectivement un couteau. Pour les randonneurs, ça sert à couper le fromage, le pain, les saucissons. J'ai également 2 outils super importants, notamment pour la sécurité. Une petite boussole, ça pèse 14 grammes, ça me permet de toujours garder mon cap, même si je fais l'essentiel de ma navigation avec mon GPS sur l'application de mon smartphone, j'ai toujours une petite boussole sur moi. J'ai également un sifflet, notamment si tu fais de la rando en solitaire, c'est quand même super important pour ta sécurité. Près de moi, j'ai toujours également 2 autres éléments super importants. Celui derrière, hop, là, il est un peu coincé, c'est mon tapis de sol, toujours à portée de main. C'est pas que pour dormir la nuit. Après la pause du midi, je fais ma petite sieste sur mon tapis de sol, bien en confort. C'est toujours comme ça que je fais. Également, d'autres outils toujours utiles pour un randonneur, évidemment. Les bâtons de randonnée, toujours prêts à être dégainés. Je prends des bâtons évidemment pliables pour prendre moins d'encombrement lorsqu'ils sont rangés. Et le bâton, concrètement, ça va servir à quoi? Tes bras qui s'ennuient quand tu marches, qui ne foutent rien, vont faire 30% du job. De plus, dans les descentes, 30% des chocs articulaires. Au lieu d'aller massacrer tes chevilles, tes genoux, tes hanches, ta colonne vertébrale, tes cervicales, 30% des chocs articulaires seront absorbés dans tes bras. Par conséquent, si tu es un peu fragile des articulations ou si tu ne l'es pas encore, prends les bâtons par 2, ça va te sauver. Allez, maintenant c'est l'heure, on va parler des pieds. Pour illustrer mon propos, je te présente 2 chaussures. Une chaussure montante, comme tu peux le voir, excuse-moi, et une chaussure basse. Alors concrètement, basse ou montante? La terrible question. Tu es débutant, c'est-à-dire que tu ne pratiques pas régulièrement la randonnée ou le trail. Tu es un adolescent en cours de période de croissance, là où les articulations et surtout les tendons sont hyper laxes. Tu as une petite faiblesse déjà à une articulation, notamment la cheville. Concrètement, je te conseille de partir sur de la chaussure montante pour la sécurité de ta cheville. Au contraire, si tu es déjà un trekker expérimenté, tu as fait des centaines, des milliers de kilomètres de trek, de trail, tu as le pied montagnard, tu es accoutumé à marcher dans du chemin muletier, voire clairement du pierrier en haute montagne. Si tu veux partir sur de la chaussure basse, alors à ce compte-là, vas-y. Mais évidemment, le problème, ce sera que tu auras moins de sécurité au niveau de la cheville. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, la sécurité de la cheville? Imagine, ça c'est ma jambe, je suis dans ma chaussure. Lorsque j'ai la chaussure, par exemple, je vais marcher sur un caillou. Si j'ai une chaussure basse, eh bien directement, le pied va partir sur le côté et clac. C'est la foulure de la cheville, c'est l'entorse de la cheville, voire c'est l'entorse avec fracture de la cheville. Lorsque tu as une chaussure montante, en fait, la tige haute va venir sécuriser ta cheville à ce niveau-là. Et par conséquent, au lieu clac que ça casse, eh ben, tu ne vas pas avoir de torsions qui vont t'emmener à l'entorse ou à la fracture. Ou tu en auras beaucoup moins, du moins, parce que c'est la tige montante et rigide de ta chaussure qui va faire le job et qui va encaisser à ta place. Donc les débutants, je te conseille systématiquement de la chaussure montante. Plus expert, pourquoi pas partir effectivement sur de la chaussure basse. On parle beaucoup de chaussures, on ne parle pas souvent de chaussettes, et c'est un petit peu dommage pour prendre soin de nos pieds. C'est également très important. La chaussette,
Il n'y a qu'une seule type de chaussette qu'il faut. C'est de la chaussette technique noire. La chaussette technique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un textile qui respire, donc la sueur va s'évaporer. Ne prends surtout jamais de chaussettes en coton. Le coton, il va absorber l'eau. Et ça, c'est un facteur aggravant pour les ampoules, les irritations et les mycoses. Et tu n'as pas envie d'avoir ça. Et moi non plus. Donc je prends des chaussettes techniques. Elles ont 3 caractéristiques. 1, elles sont respirantes, à nouveau, la sueur s'évapore. 2, elles sont renforcées, comme tu peux le voir, au niveau du talon, au malléole, sous les chevilles, sur le côté des, sous la voûte plantaire, pardon, sur le côté des orteils. Ce qui fait que là où ça clash habituellement avec les ampoules, là c'est renforcé pour te protéger aux zones de contact. De plus, c'est une chaussette en fait qui est tissée avec un seul fil, ce qui fait qu'il n'y a pas la grosse ligne de couture au niveau des orteils là, qui nous fout des ampoules. La chaussette technique noire, si tu pars plusieurs jours en trek, il y a un moment tu vas faire tes lessives au gîte, au refuge ou dans les ruisseaux directement. Donc tes chaussettes, tu vas les mettre à sécher sur un fil ou sur ton sac pendant que tu marches la journée. Une chaussette noire va sécher 30% plus vite qu'une chaussette de couleur claire. Par conséquent, ça va faire une sacrée différence, surtout si tu as une alternance pluie-beau temps. Troisième chose pour prendre soin de ses pieds, que je te conseille, dès que tu as un risque de pluie, c'est-à-dire presque partout et tout le temps, la guêtre. La guêtre, on vient passer en fait le pied de la chaussure dans l'étrier, ici, et il y a une fermeture éclair derrière que l'on va refermer. Ce qui veut dire que, si ça c'est ta jambe, au lieu que l'eau coule le long de ta jambe, aille dans tes chaussettes, puis dans tes chaussures, et que ça fasse... Et quand tes pieds commencent à faire, c'est vraiment pas très rigolo de marcher, tout est trempé, c'est la merde, eh bien l'eau va ruisseler sur l'imperméabilité de la guêtre et tes pieds vont rester au sec. Maintenant qu'on a pris soin de nos pieds, on va prendre un petit peu soin du reste de notre corps et on va parler des vêtements. Pour bien s'habiller, on va parler dans un premier temps du fameux système 3 couches. Qu'est-ce que c'est système 3 couches? Et après, on parlera, pour compléter, des 2 grandes écoles pour rester au sec, pour l'imperméabilité. Système 3 couches, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te montrer sur moi, c'est exactement ce que je porte en ce moment. Un système 3 couches, c'est une première couche respirante. C'est un t-shirt technique. Comme pour la chaussette, l'objectif, donc c'est un petit t-shirt technique qui colle à la peau. L'objectif, c'est que la sueur s'évapore pour ne pas prendre l'eau. Par-dessus, on met une couche thermique pour avoir chaud. Une polaire. Un pull ou une doudoune pourraient faire l'affaire, mais même s'ils sont plus puissants thermiquement, le pull et la doudoune résistent beaucoup moins à l'eau. Quand ça trempe, c'est long à sécher et ça ne tient plus chaud. La polaire, elle, résiste plus à l'humidité, voire à l'eau. La troisième couche, c'est la couche d'imperméabilité, et c'est là qu'il y a 2 écoles. Le premier, c'est le hardshell, le deuxième, c'est le poncho. Alors qu'est-ce que ça veut dire hardshell? Une veste imperméable concrètement. Imagine, là je suis en train de faire ma randonnée avec toi et effectivement il y a des nuages, il va pleuvoir, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma veste hardshell, donc le haut de mon corps va rester sec. Mais il faut que je protège mon sac derrière, donc en plus du hardshell, il faut que je mette un sursac, qui est la grosse poche plastique, tu sais, qu'on met autour du sac. Mais c'est pas suffisant, parce que s'il y a une grosse averse d'orage, ou si l'averse dure toute l'après-midi, eh bien les bretelles de mon sac qui vont rester exposées à la pluie vont prendre l'eau par capillarité, ça va remonter à l'intérieur de mon sac et mes affaires, le couchage, le duvet, mes affaires sèches vont devenir humides et prendre l'eau. Donc il faut en plus mettre des sacs plastiques dans le sac pour protéger les affaires. Hardshell, plus sursac, plus sac plastique. La deuxième école, c'est le poncho. Le poncho, tu sais, c'est un gros sac à patates dans lequel tu rentres. Il y a 2 types de ponchos, les ponchos entrée de gamme qui ne coûtent pas cher, où tu galères toujours à rentrer dedans, et moi j'ai opté pour un poncho avec une grande fermeture éclair centrale, ce qui me permet de le mettre seul sans difficulté. Quand l'orage arrive, tout simplement, je fais un jeté de poncho, je récupère la capuche, je passe les bras, je ferme la fermeture éclair et ça y est. Et là, comme tu peux le voir, mon haut de corps et mon sac sont protégés. De plus, vu que je ne mets pas un pantalon mais un short, je remonte mon short comme un grand-père, et ce qui fait que mon poncho, arrivant à mi-cuisse, tous mes vêtements vont rester secs. Mes jambes vont mouiller, ma peau va mouiller, mais dès que l'averse sera passée, et que le soleil et le vent vont revenir, ça va sécher, et c'est parfait. Mais au fait, je parle, mais en fait, je ne me suis pas vraiment présenté. Je m'appelle David, j'ai la petite trentaine, et je suis coach en trek. C'est-à-dire que ma vie, depuis 3 ans, depuis que j'ai créé cette activité, c'est 6 mois par an partir marcher 5000 km,
et 6 mois par an, développer mon activité, préparer les participants à mes formations vidéo et à mes coachings, à préparer leurs randonnées, leurs GR, leurs treks, leurs pèlerinages, leurs expéditions, etc. Dans les liens, juste en dessous de cette vidéo, tu retrouveras l'adresse pour aller sur mon site, Le Banquier Randonneur, et notamment pour aller trouver toutes les formations vidéo. Concrètement, je fais un superbe GR et je fais la préparation au format vidéo, un peu comme ce qu'on est en train de faire, en fait exactement comme ce qu'on est en train de faire. La préparation du GR5, la traversée des Alpes, du GR10, la grande traversée des Pyrénées, le GR20, la traversée de la Corse, le tour du Mont Blanc, extraordinaire, la triple traversée de l'Écosse, que ce soit le West Highland Way, le Great Glen Way, le Caledonian Chain, le Saint-Jacques de Compostelle que j'ai fait 2 fois, et plus les années passent, évidemment, plus je fais de GR, plus il y aura de formations vidéo disponibles. Pour toutes les formations vidéo qui n'existent pas encore, ou un projet spécifique, une problématique spécifique, ou parce que tu veux t'offrir les moyens d'avoir un suivi personnalisé dans la préparation de ton trek, je suis également disponible en coaching privé, en visioconférence. Alors, de manière générale, je suis surtout disponible l'hiver, puisque l'été, tu comprends bien que, étant moi-même en expédition, je suis beaucoup moins disponible. Et pour toute info, n'hésite pas à me solliciter par mail pour réserver ou pré-réserver un coaching privé. Maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, toi et moi, on va continuer et on va parler maintenant de couchage, en parlant de la tente. Si tu souhaites dormir en dur, dors en dur. Si tu veux avoir l'autonomie complète, effectivement, il va falloir à un moment avoir une tente. La tente, c'est le plus léger possible. Comme celle-ci, tu vois, elle pèse un peu plus d'1,5 kg. Il s'agit de la 900 Ultralight de chez Forclaz, achetée dans une grande marque de sport, dans une grande marque de magasin de sport. Elle n'est pas trop encombrante, c'est très bien. Couchage également, je vais te parler maintenant du duo magique, le combo magique. Parce qu'en général, les participants, mes clients me disent « Ah ben David, quel duvet tu prends ?» Ben moi je ne prends pas qu'un duvet. Je prends 2 choses, un duvet et un drap de soie. On en reparle dans un instant. Le duvet, je vais quand même commencer par là pour te faire plaisir. Il faut que tu prennes... Alors, non, il y a 2 choses à savoir sur le duvet. Le premier, c'est sa constitution. Le deuxième, sa température. Le duvet, il est fait soit en matière synthétique, en ouate de cellulose, soit il est fait en duvet de canard. C'est pour ça qu'on appelle ça un duvet d'ailleurs. Donc, ce sont des matières qui n'apprécient pas vraiment de se faire laver. Plus tu le laves, plus tu détruis ses capacités thermiques. En clair, plus tu le laves, moins il tient chaud. L'objectif, ça va être de jamais ne le laver. Pour jamais le laver, comment je fais? Je prends un sac à patates, un drap de soie. Quand j'ai fini ma journée, je m'enfile de mon sac à patates, puis je m'enfile de mon duvet. Comme ça, toute la sueur, la crasse, les poils, la terre, les petites blessures, les croûtes qui sautent et qui foutent du sang partout, tout ça, ça part de mon drap de soie. Une fois par semaine, je le lave, il est tout propre, je reste en hygiène. Et je ne salis pas mon duvet. Ce qui fait que je dors plus de 6 mois par an dans mon duvet. Celui-ci va avoir sa 3e année, je ne l'ai jamais lavé. Et je m'en porte très bien, sérieusement. Allez, un peu plus sérieusement. On parle de confort thermique, température. Il faut que la puissance thermique de ton duvet soit cohérente par rapport à ce que tu veux faire. En zone tempérée, en plein été, un duvet 10-15 degrés, c'est suffisant. Attention, plus on se rapproche de la montagne et du climat continental, plus on va avoir quand même des températures froides la nuit. Typiquement, dans l'est de la France, il fait 8-10 degrés en plein été régulièrement. Quand tu vas faire du GR en montagne, attention, dès qu'on parle de montagne, le climat est très changeant et la température peut diminuer très vite et très significativement en montagne. Donc dès qu'on parle de montagne, je te conseillerais de prendre un duvet 5-0. La puissance thermique des duvets va toujours en 2 chiffres. 5 degrés par exemple, c'est le niveau de confort. Tu dors à poil, en confort dedans. Que tu sois une fille ou un garçon, un frileux ou pas. Et 2, c'est la température extrême. Un duvet 5-0 par exemple, à 0 degré avec tes vêtements, tu passes quand même, tu arrives à dormir toute la nuit. Si tu fais vraiment de la haute montagne ou que tu fais de la haute montagne sur des GR comme les GR 5, 10, 20, mais un peu hors saison, où on peut avoir des coups d'hiver un peu tardifs ou un hiver précoce qui tombe, je te conseille de partir sur du 0-5. C'est quelques centaines de grammes de plus, mais c'est la sécurité. D'ailleurs, je t'annonce que même en juillet-août, tous les ans sur les massifs montagneux, en haute montagne, donc au-delà de 1500 mètres, on a des gelées blanches, donc il fait 0-1 degré. Même en plein mois d'août, en plein mois de juillet, il faut le savoir. Donc pour le couchage, c'est une tente légère et le combo magique, duvet, sac à patates, drap de soie, comme on vient de le voir.
Bien, je te remercie d'avoir regardé cette première vidéo qu'on vient de passer ensemble. Je te dis à tout de suite pour la seconde où on va parler de préparation physique pour préparer son corps à encaisser la difficulté que représente de faire un GR. Allez, c'est parti, à tout de suite.